lundi 22 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Au cours des prochaines minutes, vous pourrez entendre notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de la Hongrie sur le circuit du Hungaroring, et on débute maintenant. Et on commence avec la journée de samedi. Mais tout d'abord, on salue notre collaborateur qui se joint à nous. C'est c'est l'écrivain du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Salut Martin, ça va super bien et toi? Ça va super. Merci beaucoup d'être avec nous pour décortiquer ce Grand Prix-là. Mais on commence avec samedi. Est-ce que tu as été satisfait du spectacle qu'on a eu relativement là, quand on regarde dans l'ensemble? Oui, puis c'est sûr que le Hungaroring, c'est pas un circuit propice à avoir beaucoup de dépassements. C'est pas un circuit typique où on a une longue ligne droite puis un gros freinage, là, comme beaucoup de circuits maintenant qu'on a dans le calendrier. Oui, c'est ça, c'est un circuit qui est quand même assez vieux, là, 1986, si ma mémoire est bonne. Et c'est ça. C'est pas toujours facile, c'est un circuit très technique et que les pilotes apprécient quand même beaucoup, là, selon leur dire. Oui, exactement. Puis qu'est-ce que ça veut dire dans ce temps-là? Technique, dur de dépasser. Ben, ça Mhm. donne encore plus d'importance à la journée du samedi, aux séances de qualification. C'est important pour les écuries de ne pas se mettre dans le trouble. On ne veut pas faire du rattrapage parce que même si Max Verstappen l'a fait il y a quelques années, regagner des positions et remonter le peloton au Hungaroring, c'est pas quelque chose qui est fait d'avance. Mhm. On- Effectivement. ça prend soin de bonnes voitures, puis ça prend aussi des très, très bonnes stratégies. Le favori, tout au long de la fin de semaine, on regardait les McLaren, on regardait Lando Norris. Moi, je m'attendais à voir les Red Bull, peut-être pas en qualification, mais en course, parce que ce qu'on avait vu le vendredi, c'est qu'on semblait avoir fait, comme on fait, là, on nous habitue depuis un certain temps déjà, on fait des compromis. Donc, on fait des réglages pour la voiture pour favoriser les performances du dimanche, parce que c'est là non plus, c'est là aussi que les points se gagnent. Donc, Mhm. c'est raisonnable de penser comme ça. Je m'attendais à les voir un peu plus en qualification. Je pense qu'on les a vus parce qu'on regarde l'écart était minime encore une fois là. Si on prend pour exemple ce qu'on avait eu le droit lors des derniers Grands Prix, bien, encore une fois le peloton, beaucoup d'écuries dans le top 10, écuries différentes puis des pilotes différents. Donc Lando Norris lui qui signe la pole position devant son coéquipier Oscar Piastri, puis on a Max Verstappen troisième. Mais quand on parle que les écarts étaient serrés quand même là, c'est 1,15,2,27 pour Lando Norris, 1,15,2,49 pour son coéquipier Piastri et 1,15,2,73 pour Verstappen. Donc, très, très près. Mais avant, là, on donne le résultat, comment la journée de samedi s'est complétée. Mais on a quand même eu des belles surprises, là. Si on recommence en Q1, je suis persuadé que tu as eu un petit sourire lorsque Daniel Ricciardo a fait le temps le plus rapide de la première séance de qualification. C'est bien en Q1 hein, qui a fait le meilleur temps, si je ne me trompe pas, ou Oui, c'est en Q1? Ouais. oui, exactement. C'est ça, en 1,17,050. C'est quand même été surprenant. On ne pensait pas que la piste allait autant s'améliorer. Puis il y a des pilotes qui se sont fait jouer un petit tour, notamment les deux Alpines. On va probablement en reparler, mais eux autres se sont fait avoir. Il y en a un aussi qui s'est fait avoir, en George Russell, Oui, George qui, Russell. qui s'est fait surprendre. Et encore une fois, c'est dommage à dire, Sergio Perez. Sergio Perez, exactement. Lui qui a eu une erreur, qui n'a pas été capable de la récupérer. Sa voiture est allée frapper violemment contre le mur, un peu à l'image de ce que Charles Leclerc avait fait en Mhm. séance d'essai libre. Tu mentionnais, oui, Perez fait l'erreur. Puis le pire, c'est que lorsqu'il fait sortir le drapeau rouge pendant la Q1, je me dis, ah, c'est de valeur, mais il a quand même été chanceux dans sa malchance. Il a quand même bien fait ça, du fait que il va sûrement passer en Q2 par défaut. Puis après ça, je me dis, puis en plus, ben, c'était pas volontaire, là, mais ça fait que Daniel Ricciardo va probablement être éliminé en Q1. Fait que je me dis, d'une certaine façon, sans vouloir, il a comme bien arrangé son affaire. Ben non. Je me rends compte que finalement, il reste du temps à la séance. On est capable de retourner les voitures en piste. Il y avait la pluie qui pouvait peut-être arriver, mais on se dit, ah, peut-être que les temps pourront pas, on pourra pas améliorer ces temps-là. Puis là, finalement, de nulle part, Daniel Ricciardo qui signe le meilleur temps. Donc ça, c'est le pire scénario pour Sergio Perez. Il se fait éliminer en Q3, puis ils sont
le nom qui est le plus mentionné comme possible remplaçant, ben lui, il fait le meilleur temps de la séance à Mhm. bord d'une Racing Bulls. Donc, c'est sûrement la même réaction que tu as eu de ton côté aussi, là, de dire, hey, ça, c'est vraiment pas un bon timing pour Sergio Perez, là. Non, effectivement, c'est pas un bon timing, puis c'est une énième tuile sur la tête de Perez. Donc ça, c'est sûr que ça n'aidera pas sa cause. Et là, j'attends de voir ce qui va se passer du côté de Spa-Francorchamps. Mais la pression s'accentue encore et encore et encore sur les épaules de Perez. Ouais, puis le problème avec Perez, c'est que de se faire éliminer en Q3, en Q1, pardon, euh, c'est vraiment pas ce qu'on veut. De se faire éliminer en Q2, c'est pas ce qu'on veut non plus. Il se doit d'être en Q3, puis ça doit même être dans le top 5, aux alentours de là. Le Mhm. problème, c'est que c'est pas non seulement les contre-performances, c'est qu'il vient endommager la voiture et vient amputer le budget de Red Bull, encore une fois. C'est un budget-là Mhm. qu'on va avoir vraiment besoin d'ici la fin de la saison, puisque la compétition est hyper serrée. On voit que McLaren est rendu, non seulement, on n'est pas seulement dans la partie, on est rendu qu'on dicte la partie. Ensuite, on a Mercedes qui fait des grosses améliorations. On a Ferrari qui ne dormira pas aussi longtemps, là. On l'a vu que depuis Montréal, c'était plus compliqué, mais on commence à essayer de trouver des solutions. On a apporté des améliorations pour essayer de contrecarrer ce fameux plancher-là qui nous a apporté tant de problèmes. Donc, Mhm. les autres équipes mettent beaucoup de pression. Puis en plus, non seulement on a le budget parce que nos pilotes font pas des têtes à queue puis fracassent pas nos voitures, on a du budget, puis on a aussi du temps supplémentaire en soufflerie. Donc, ces deux choses-là additionnées ensemble, ça commence à faire une bonne recette pour donner des gros mots de tête à Red Bull d'ici la fin de la saison. Donc, toi, tu vois ça comment? Tu es d'accord avec moi que oui, il y a le côté pas performé, mais aussi le côté bris, le côté pièce de remplacement. Là, ça en a pris 22 exactement que les mécaniciens ont été obligés de changer sur la voiture de Perez. Puis vous savez comme moi là, Mhm. que 22 pièces sur une voiture de Formule 1, la facture, elle s'additionne assez vite, là. Ouais, et en plus que Red Bull apportait quand même quelques améliorations en fin de semaine. Et bon, c'est sûr on apporte des améliorations et on se retrouve avec une voiture dans le mur. Ben, c'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est vraiment pas optimal pour le développement de la voiture. Mais je crois que les améliorations, c'était Verstappen qui les avait et peut-être pas Perez, où il avait pris une ancienne spécification. Là, je suis pas tout à fait certain de ça, Martin. Mais la chose qui est sûre, c'est que ça n'aide absolument pas dans le budget plafonné. Ça, c'est sûr et certain. Pour ce qui est de Perez, tu as raison, mais c'est le capot moteur qui était différent. Ouais, Certaines c'est des ça. Parfait. améliorations, il les avait. Le capot, il Mhm. l'avait pas. Puis moi, je me demande si c'était pas une façon aussi d'aller chercher, de recueillir des données sur deux voitures, de voir un peu Encore. nos nouvelles spécifications avec notre ancien capot moteur, puis les nouvelles spécifications avec notre nouveau capot moteur, en tout cas, de vérifier un Mhm. peu les deux. Puis là, comme tu dis, c'est un bon point que t'emmènes. Oui, on a eu les deux séances d'essai libre, mais on aurait aimé ça quand même avoir cette journée-là de recueillir des données, même si on a toujours, j'espère, en tout cas, chez Red Bull, qu'on a un certain ajustement qui se fait quand ce que les tests sont faits sur Perez versus Verstappen. Mais j'imagine qu'on est rendu assez habitué avec le temps, là, qu'on sait qu'il peut y avoir un écart, mais au moins vérifier les vitesses de pointe, toutes ces choses-là. Mais là, tu dis, en sortant en Q3 comme ça, tu fracasses ta voiture, tu casses tout. Ben, c'est sûr que ça prive une belle étude qu'on peut faire, surtout que les journées de test en F1, il y en a pratiquement plus. Donc, on est obligé de Mhm. pratiquer lorsque ça compte. Puis, encore une fois, ben, c'est sûr que Sergio Perez a non seulement amputé son équipe côté budget, mais aussi amputé avec du temps précieux en piste pour faire cette étude-là. Quand je te parlais là, que les gaps, les écarts ont été serrés dans la qualification, oui, oui, on a eu une belle surprise avec Daniel Ricciardo. On a eu Perez qui se fait sortir. Après ça, ce qui est arrivé pour George Russell, tu mentionnais son élimination très rapide. C'est une erreur chez Mercedes qu'on a mal calculé, on a mal évalué le niveau d'essence à bord de la voiture. Donc, à ce moment-là, c'est venu un peu, on est obligé de rentrer. Le temps qu'on ressorte, c'était plus compétitif. On n'était pas capable de se faire justice en piste. Puis du côté de Russell, ben, il a aussi fait une erreur de pilotage. Donc tout ça, ça a fait Mhm. que Mercedes s'est ramassé à être obligé de faire du rattrapage pour la journée de dimanche. Puis quand je te parle des écarts justement là, entre Norris, c'était 1,15,2,7, mais seulement euh, 0,022 pour Piastri, puis 0,046 pour Verstappen. Donc on voit encore une fois que même si Max n'a pas nécessairement la bonne voiture, il est encore capable là, de pousser les McLaren où ce qu'ils ont aucune marge d'erreur, là.
s'il y avait eu une petite erreur de pilotage là, avec les écarts qu'on se parle, tu es d'accord que c'est certain qu'il y a une McLaren qui part pas en première grille, puis on se retrouve relégué, puis Verstappen est là pour saisir son opportunité. Donc, quand on parle que oui, on a peut-être la moins bonne voiture, mais un bon pilote est capable de toujours aller chercher le maximum et garde la pression sur ses adversaires, bien, Verstappen fait tout le contraire de Perez. Lui, là, il laisse aucun répit à McLaren à l'avant. À part de ça, dans cette journée de qualification-là, est-ce que tu as eu d'autres surprises? Y a-tu quelqu'un que. On a vu un peu le retour des Aston Martin, retour entre parenthèses, là, au moins on est de retour dans le top 10. Mais à part de ça, À part de ça, je te dirais, j'ai quand même bien apprécié la performance de Valtteri Bottas sur oui, la Steak Sauber qui s'est qualifié 12e. Euh, Quand même, c'est pas très loin du chrono de Lewis Hamilton. Là. On parle de quelques millièmes de secondes. Donc, on avait Hülkenberg 11e, Bottas 12e, Albon 13, Sargent 14, qui passe en Q2, quand même, faut le souligner. Il a quand même encore bien fait. devant Perez. Magnussen 15e. Encore, oui, Hein? c'est quand même assez intéressant. Mais Bottas, je suis quand même content pour lui. Il n'a pas une saison facile, Valtteri Bottas. Et j'ai vu que bon, certaines rumeurs l'enverraient peut-être du côté de Williams. Moi, je lui souhaite parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. C'est un pilote qui a encore une bonne pointe de vitesse. Puis je trouve que c'est un pilote qui peut apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de points très intéressants à une écurie comme Williams, à l'associer à Alexander Albon. Moi, la seule chose qui me déçoit de Bottas, puis je l'ai déjà critiqué par le passé, je pense que oui, sa force, c'est en qualification. En course, manque un peu de hargne pour défendre Ouais. ses positions. Puis de temps en temps, là, je trouvais qu'il avait l'air de Bottas en vacances. Je trouvais qu'il avait l'air dans ses pantoufles. Mais cette année, c'est différent. On sait, il cherche un contrat. Peut-être que ça serait quelque chose à prendre en note pour une écurie qui pourrait être intéressée à ses services, de ne pas lui offrir nécessairement un contrat à long terme pour pas le voir tomber dans ses pantoufles. Sauber, quand on avait voulu aller le chercher, de mémoire, on y avait offert un contrat de 2 ans ou 3 ans. Puis c'est peut-être ça là, qui l'a rendu un peu plus non. Je ne vais pas dire nonchalant, parce que je pense que c'est dans sa personnalité aussi. Mais des fois, je trouvais que. Il me semble qu'il y avait plus son désir de vaincre. On sait qu'il ne conduit plus une Mercedes, donc il ne s'attend pas nécessairement à être premier. Mais des fois, je trouvais qu'il en manquait un petit peu. Sauf qu'en qualif, on voit ces fameux flashs-là, là. On le sait que c'est un bon pilote de qualification, justement, quand on se présente au Hungaroring. On le dit, circuit compliqué, circuit qui n'est pas très permissif. Mais à ce moment-là, Bottas réussit à ressortir. On avait apporté des améliorations chez Sauber pendant le week-end, mais je pense pas que la voiture 12e, c'était nécessairement sa position. Je pense qu'il faut lui donner le mérite là-dessus, le crédit, là. C'est quand même lui qui a apporté sa voiture-là, là. Oui, effectivement. Et Bottas, c'est ça, juste pour revenir vite, vite sur ces contrats, il y avait beaucoup de contrats d'1 an, des contrats d'une saison chez Mercedes. Donc là, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment un contrat pluriannuel pour avoir un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de tranquillité d'esprit. Et moi, je suis sûr qu'il va vouloir chercher ça quand même là, dans une autre écurie et tout. On verra en temps et lieu. Mais je te dirais que j'ai aimé ça de le voir dans la Q2. Ça a été super. Ça a été le fun de le voir là. C'est le fun aussi de voir qu'au moins avec Steak Sauber, ben là, l'évolution, du moins du côté de Bottas, a porté ses fruits en qualification. Ah oui, exactement. Puis c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Chez Mercedes, on avait peut-être compris justement comment ça fonctionnait. On lui donnait juste des contrats d'1 an, le garder Mhm. motivé, le garder compétitif. Un peu ce que Red Bull aurait dû choisir de faire avec Sergio Perez, mais on s'est Mhm. protégé en ajoutant tout plein de clauses là, qui le forcent à performer. Écoute, si tu me permets, juste refaire un peu la moyenne de ce qui s'est passé, Mhm. là. Oui, on a déjà nommé les trois premiers en Norris, Piastri, Verstappen. Sainz, quatrième du côté de Ferrari. 5 pour Hamilton. Il a un peu rattrapé un peu réchappé la journée là, pour Mercedes en étant cinquième. Mais Toto Wolff n'était vraiment pas content. Il disait que la voiture, on n'avait pas donné des bonnes voitures aux pilotes, là. Puis pourtant, Hamilton avait eu la pole position la saison dernière au Hungaroring. Donc, c'est un peu surprenant de voir que tant qu'on fait du progrès, ben, c'est sûr que les autres écuries progressent, mais à une place où on avait quand même connu du succès la saison dernière en qualification, ben là, on n'a pas pu faire mieux que cinquième. Donc, j'imagine que c'était derrière cette frustration-là que Toto Wolff avait. Alors, on s'attendait à beaucoup mieux. Leclerc, sixième, Alonso, septième, Stroll, huitième.
On peut pas demander plus de Lance, on le dit. On veut qu'il se tienne près de Fernando Alonso. C'est un retour dans le top 10 pour les deux Aston Martin. On a vu du Mhm. progrès au cours du week-end. C'est pas encore parfait. On n'est pas sorti du bois. Sauf qu'il reste quand même, au moins, on est capable de voir qu'il y a eu un progrès. Ricardo, 9e, Tsunoda, 10e. Tsunoda, là, lui, ça a été malheureux, hein, parce que autant qu'on disait question de Mhm. timing, Daniel Ricardo qui va signer le meilleur temps en Q1 après que Perez ait eu un accident, met son nom dans le chapeau pour dire, écoutez, moi, je le veux le volant chez Red Bull. Tsunoda, peut-être sous pression un peu, veut impressionner aussi, commet une erreur et un très gros accident là, en Mhm. Q3. Ça a été un contact très, très solide, mais on l'a vu après là, dans sa déception. Est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences? On sait qu'il est déjà pas dans les favoris pour avoir le poste ou même l'audition aux côtés de Max Verstappen. Est-ce que tu penses que cette collision-là a été notée par les Helmut Marko de ce monde? Ben, je te dirais probablement que oui, parce qu'il avait l'air de s'en vouloir avec raison aussi, là, parce Ouais. que c'est sûr que ça fait effet, là, il est au courant, Tsunoda et tout. Il veut se montrer, il veut se dire ben, je suis dans le mix moi aussi. Là, je veux avoir ma chance aux côtés de Verstappen. Et au final, ben, c'est quand même pas si mal. Il a réussi à porter la V-Carb en Q3, donc ça, c'est bien. Mais c'était pas nécessaire cet accident-là et tout, donc c'est pour ça qu'il s'en voulait. Et c'est ça, bon, Ricardo qui réussit à lui soutirer le 9e rang. Donc, quand même, faut noter la belle performance, là, parce que ça a été difficile au cours des derniers Grands Prix du côté des deux ARB. Là, on avait du mal, là. Et là, au moins, bon, ça a été chose faite. On a réussi à se classer en Q3. Ouais, justement, on parle Racing Bulls. Ce qui est un peu moins encourageant, c'est qu'on semblait pas trouver nécessairement qu'est-ce qu'on a fait de différent pour le week-end. Donc, en espérant qu'on touche à rien, puis que ça va fonctionner à Spa, mais les configurations sont bien différentes là-bas. J'aurais aimé entendre dans leurs commentaires, oui, on a corrigé ça, on a corrigé ci, mais le directeur de l'écurie, Laurent Mekies, m'a mentionné justement que, ah oui, on pense que c'est peut-être juste les caractéristiques du circuit. On semblait pas vraiment avoir une réponse pourquoi que ça semblait mieux. Mais c'est quand même encourageant quand on regarde le fait que les autres écuries autour avaient des améliorations, notamment Aston Martin ou Sauber qui auraient pu peut-être venir leur faire une certaine compétition, mais non, on a réussi à s'en tirer. Tu mentionnes Tsunoda, l'accident, oui, t'es déçu, ça en voulait, toutes ces choses-là. Surtout au point où ce que tu veux prouver à ton écurie de dire, hey, moi, je suis rapide, puis je fais mieux que votre pilote présentement qui est dans une Red Bull. Puis là, tu le prouves parce que toi, tu apportes ta voiture en Q3, sauf que le côté, moi, je prends pas d'accident puis je vais pas démolir ma voiture contre un mur quand c'est pas le temps, ben ça, on peut pas mettre le petit crochet dans la case parce il a imité Perez puis il a peut-être même fait pire dans sa collision. Donc, ce côté-là, je suis d'accord avec toi de dire que oui, c'est peut-être quelque chose qu'on va prendre en considération, là. Je vais pas te dire que c'était pas vraiment le temps de faire ça. Hülkenberg, 11e, 12e, Bottas, tu l'avais mentionné, Albon, 13e. T'es déçu du côté de Williams, je pense qu'il s'attendait à plus que ça, puis il n'a pas aimé nécessairement les moments quand est-ce qu'on l'a envoyé en piste, parce qu'il faut expliquer qu'il y avait quand même eu des moments où il tombait de la pluie dans la journée de samedi. Donc, des fois, les écuries, c'était de choisir la bonne opportunité d'envoyer la voiture en piste là, pour être capable de soutirer le meilleur temps. Mais on le voit là, que ça ressemble un peu à ce que Williams avait en performance pour la fin de semaine. 13e Albon, 14e Sargent. Bravo à Logan Sargent. Je trouve qu'il a quand même fait une erreur dans cette journée-là. Là. Il a fait un tout droit à un moment Mhm. donné, il a manqué son Ouais. freinage. Sauf que au moins il est 14e, puis tant qu'il va se qualifier en avant de Sergio Perez, on peut pas y dire grand-chose. Hein. Puis 15e pour Magnussen, 16e Perez, 17e pour Russell, 18e pour Guan Yu Zhou. Les Alpines, tu le mentionnais, erreur de leur part côté planification. Hein, ça leur a coûté cher, ça. C'est ça, effectivement, puis surtout dans les conditions qu'il y avait, on avait peut-être une petite chance à aller grappiller des places ici et là, parce qu'on sait que sur le Hungaroring, c'est pas facile de dépasser. S'il y avait une opportunité pour Alpine d'aller se placer en Q2, et bah, ça a pas été fait, ça a été raté. Bruno Fomin a pris le blâme, il a dit, c'est nous autres, on a fait une grosse erreur, puis on va assumer ça, mais c'est sûr que dans le contexte actuel d'Alpine, il y aurait pu avoir une meilleure optimisation de la stratégie du côté des qualifications. Et là, ben, ça n'a pas été fait. Ouais, justement, tu le mentionnes, c'est vrai. Tu es sur un circuit où tu as de la misère à dépasser. Fait que si tu es capable de sécuriser des bonnes positions dès le samedi,
c'est peut-être des points que tu peux ramasser sur la table. Mhm. Après ça, on ne sait pas à l'avant, il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir quoi que ce soit. C'est sûr c'était une opportunité ratée du côté d'Alpine, surtout un circuit où il n'y a pas nécessairement des grandes lignes droites, c'est pas un circuit moteur. Mhm. C'est sûr qu'on s'attendait à beaucoup plus que ça dans la préparation de week-end. J'attire ton attention sur une dernière chose en terminant la journée de samedi. Quand on regarde la progression des voitures là, par rapport à l'année dernière, ou l'évolution quand même, là, on sait qu'en Formule 1, c'est une guerre d'ingénieurs, une guerre d'amélioration, en plus d'être une guerre de pilotes. Donc, tous les voitures, on essaie de les faire progresser et de les faire aller plus vite. Mais quand on a des comparables comme ça, c'est assez impressionnant de voir qu'en Q2, donc, ce n'était pas le temps le plus rapide de la journée là, en Q2, mais Max Verstappen a fait une 1:15.770. Mais ce temps-là, là, c'était, c'était une seconde plus rapide que le temps de la pole position de Lewis Hamilton la saison dernière. Et C'est en une 16 609. exactement. Bon, tu avais la statistique toi aussi, parfait. Tu étais un gars préparé. Puis Peut-être. Verstappen, une 16.612 qu'il avait fait la saison dernière. Puis là, on est seulement en Q2. Là. Je vous donne pas son temps de Q3. Fait une 15.700. Ouais, 700 et des poussières. Oh, non, une 15.770. Donc, pratiquement aussi une seconde plus rapide que son propre temps la saison. Donc, c'est complètement hallucinant. Puis quand on arrive en Q3, Lando Norris, la pole qu'il a signée, eh bien, c'est 1,4 secondes plus rapide que le 1,16.609 de Hamilton en 2023. Lui qui avait fait un temps, Lando Norris, de 1,15.272. Donc, quand on parle là, de progression des voitures, on a été capable de retrancher une seconde sur le même circuit. Oui, c'est sûr, il y a toujours la température, les vents, toutes ces choses-là. Sauf que on s'entend que pour qu'il y ait une seconde de différence, c'est pas juste de la météo, là, à moins qu'il y avait eu de la pluie, mais l'écart serait beaucoup plus grand. C'est vraiment dans des températures semblables, chaleur, pas chaleur, on a réussi à retrancher une seconde. Donc, quand on voit là, certaines personnes peuvent penser que la RB20 est moins performante que la RB19, mais c'est pas le cas. Là. C'est pas la Red Bull qui est moins rapide, c'est les autres voitures qui ont vraiment gagné, qui ont resserré leur écart. Puis on le voit partout. Tout le monde est en amélioration mais je trouvais ça intéressant quand même de voir. Puis tu avais sorti la statistique, toi aussi, ça avait attiré ton attention. Mais aussi, le chrono de Hamilton l'année passée, une 16 609. Si on le regarde aujourd'hui, ben, du côté des qualifications, si on compare à cette année 2024, ça l'aurait placé 16e, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Ou, exactement. ouais, c'est ça, exact. Euh, Il aurait été hors Q1, terminé. ouais. C'est fou, hein? C'est ça, en tout Hein? cas. Ça, je trouve ça intéressant quand on est capable de les comparer comme ça parce que ça nous montre à quel Mhm. point l'évolution des voitures, il n'y a pas eu d'autres nécessairement gros changements dans la réglementation qui pourraient expliquer qu'on est une seconde plus rapide ou qu'une voiture qui était en pôle la saison précédente est rendue reléguée en Q2 on faisait un temps semblable. Donc, on est capable de voir les améliorations de chacun là, avec ça, notamment Mercedes aussi, qu'on est vraiment plus dans la même partie. Malheureusement, on n'est pas en pôle. Sauf qu'on est plus rapide, sauf que tout le monde s'améliore en même temps. Donc, c'est les résultats que ça donne. C'est ce qui complète la journée de samedi. Maintenant, passons au Grand Prix de dimanche, qui avait lieu à peine à 20 kilomètres de Budapest. Journée de dimanche, Grand Prix de Hongrie en direct du Hungaroring. On était fin prêt pour voir qui de McLaren ou Red Bull allait être capable de remporter cette bagarre-là. Est-ce que Mercedes allait venir s'ajouter à ce party-là? Ferrari est un peu plus loin, quoi qu'on avait quand même amélioré notre voiture depuis, si on compare aux autres Grands Prix. On était aussi impatient de voir, en tout cas de mon côté, est-ce que Lando Norris allait réussir son départ ou allait devoir encore une fois céder des positions et faire un peu de rattrapage au moment de la course. Tu t'attendais à quoi, toi, pour ce Grand Prix-là? Est-ce que tu avais. J'ai vu un peu tes prédictions dans la journée, mais tu t'attendais à une victoire de Norris pareil, hein, je pense? Ouais, je m'attendais à la victoire de Norris. J'avais marqué Verstappen deuxième et Piastri troisième pour le top 3. Ah, c'était quand même pas si pire, c'était quand même proche. Mais tu avais quand Ouais. même vu. Tu avais quand même pensé que Oscar Piastri. Moi aussi, Piastri, pour vrai, il m'a surpris un peu dans sa journée, puisque normalement, son défaut, on pourrait peut-être dire son seul défaut, parce qu'il y a quand même de belles qualités pour un pilote de Formule 1. C'est un gars qui est excessivement rapide, c'est un gars qui est calme, c'est un gars Mhm. qui est compétitif. C'est un gars qui ne cède pas. Il vend chèrement ses positions en piste. Donc, il y a toutes ces belles qualités-là. Le petit reproche qu'on pouvait mettre sur son bulletin après sa première saison en Formule 1, c'était qu'il devait apprendre à ménager
ses pneus. Du côté, ça, c'est un art, là. C'est pas pour rien que les grands pilotes sont capables de le faire. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, mais normalement, ça prend de l'expérience, ça prend énormément de talent pour faire ça. On pense notamment au Lewis Hamilton, au Fernando Alonso, Max Verstappen, ou même, on peut même dire, inclure des pilotes qui sont des spécialistes de gestion de pneus, comme Sergio Perez aussi, en est un Mm. en course, mais c'est quelque chose qu'on gagne avec l'expérience. Premièrement, Oscar Piastri n'avait pas visité tous les Grands Prix avant sa première saison, la saison de l'année passée. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas évident. Mais j'ai trouvé que sur le Hungaroring, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué pour lui à cause de ça. Mais quand même bien fait parce que, on peut le dire, c'est lui qui a remporté la victoire. Ça s'est pas fait facilement. Il y a eu un peu de travail à faire, un peu de travail stratégique. Sauf à ce qui t'a surpris, ce côté-là, est-ce que tu as trouvé que sa gestion des pneus a allé jusqu'à la milieu de l'épreuve? Je pense Mm. après le milieu de l'épreuve, là, il a commencé à tomber un peu plus fatigué. Peut-être la concentration était moins là, ou il a moins bien compris comment ménager ses pneus. Mais on peut dire là, qu'en première partie, je pense qu'il y avait une belle amélioration, là. Ouais, c'est ça. Ben, je crois il avait déjà roulé en F2. Bon, c'est sûr, c'est pas du tout les mêmes monoplaces, on s'entend. Bon, et là, il était là l'année passée également à Piastri chez McLaren. Mais c'est l'expérience qui rentre au fur et à mesure que les Grands Prix s'enchaînent. Et j'ai toujours apprécié ce jeune pilote-là. Je trouve que, comme tu dis, il y a des belles qualités. C'est un futur champion. En le regardant, on le voit tout de suite, son calme, son pragmatisme. C'est quelqu'un qui garde la tête froide, même dans les moments où il aurait pu s'énerver avec ce qui s'est passé. On va y venir. Calme, pas stressé. C'est peut-être sa personnalité qui est comme ça à Oscar Piastri, mais c'est le fun d'avoir. J'aime un pilote qui est pas les quatre fers en l'air et qui commence à crier sur son écurie et tout. Moi, j'aime bien le calme de Piastri. Exact. Sans dire qu'il n'y a pas de caractère, parce que je pense qu'il y en a, mais je pense qu'il Oh, ouais. gère bien ses émotions. Il canalise bien son comportement, puis où ce qu'il veut vraiment mettre sa pression ou mettre son énergie. On va y en Mhm. venir justement à ce que tu mentionnes, c'est que oui, Oscar Piastri a remporté le Grand Prix. Euh, Où est-ce qu'il a remporté le Grand Prix? Tant qu'à moi, il l'a remporté au premier virage, lorsque Lando Norris a essayé quand même de l'emmener vers sa droite. Il n'a jamais levé le pied, comme un futur champion. S'est présenté dans le premier virage, a réussi parfaitement son point de freinage. Il a réussi à s'emparer de la tête de l'épreuve, pendant que Lando Norris était obligé de un peu répondre à l'attaque de Verstappen, qui avait beaucoup d'intention, lui, par la gauche. Donc, ce que ça a fait, ça, c'est que Oscar Piastri s'empare de la tête de l'épreuve. Et puis, il domine une bonne partie, là, on peut dire pratiquement tout le Grand Prix. J'attends qu'on arrive au deuxième arrêt au puits. Le moment des deuxièmes arrêts au puits, pour vous remettre en situation, les gens qui ont vu le Grand Prix ou pour les gens qui ne l'ont pas vu, bien, c'était au 45e tour. 45e tour, Oscar Piastri a 2 secondes d'avance sur son coéquipier, un peu plus que 2 secondes d'avance sur son coéquipier Lando Norris. Ce qu'on décide de faire du côté de McLaren, c'est de préférer Lando Norris pour un arrêt au puits avant Oscar Piastri. Normalement, on ne fonctionne pas comme ça en Formule 1. On donne priorité, meilleure stratégie au pilote qui est en avance, pilote qui mène une épreuve ou qui est en avance sur son coéquipier. Là, on a décidé de faire exception du côté de McLaren et de faire rentrer Lando Norris avant parce qu'on voulait le protéger d'un possible danger, comme quoi Lewis Hamilton aurait pu le rattraper ou peut-être Max Verstappen qui était sur des stratégies différentes. Et le terme français, là, vous me le pardonnerez, je ne sais pas la traduction exacte, mais le undercut. En gros, le undercut, c'est quand on décide de faire un arrêt au pluie avant son adversaire et de bénéficier du temps où on va rouler avec des gommes neuves pendant que lui est toujours sur ses gommes usées. Donc, ce temps-là qu'on gagne, souvent, l'autre pilote ne peut pas le récupérer. Donc, en ce moment-là, on appelle ça l'undercut. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu, puis c'est à Hungaroring, là, c'est une des places où que le undercut, excusez-moi encore une fois l'anglicisme, mais c'est où ce que c'est le plus, c'est très bénéfique de le faire. Donc, pendant que Piastri a continué sur ses gommes usées, ben Norris, lui, a rentré au puits, on lui a mis des gommes neuves, il est ressorti, et là, il a gagné du temps, parce que pendant qu'il complétait son tour, le temps que Piastri rentre au puits, il a réussi, là, montrer quand je vous dis que c'était puissant, le undercut, eh bien, il est passé de tirer de l'arrière de 2 secondes sur Piastri à être 3 secondes en avance. Donc, il y a un gain de 5 secondes qui s'est fait là. Oui, Oscar Piastri n'a peut-être pas eu l'arrêt au puits la plus optimale, sauf que l'arrêt s'est vraiment fait dans le gain où ce que Norris était en meilleur pneu versus Oscar qui était toujours sur ses gommes usées. Donc à ce moment-là, on crée un débalancement dans ce qu'on avait dans notre ordre et on crée 5 secondes d'avance. Donc on donne 5 secondes à Lando Norris, puis lui donne un 3 secondes d'avance totale sur Oscar Piastri. Donc à ce moment-là, notre projet, c'était de dire on fait ça, on s'assure d'avoir un doublé McLaren,
Puis, on se protège des autres écuries, puis après, on négocie nos choses ensemble. Donc, on a commencé des négociations pour dire à Lando Norris, faut que tu redonnes la position à Oscar parce que c'est lui qui était devant toi. On t'a juste privilégié pour te protéger de l'arrière et protéger l'écurie. On est dans une bagarre au championnat des constructeurs, donc ça compte pour nous. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, il faut que tu redonnes l'avance à Oscar Piastri. Il y a énormément de gens qui ont été fâchés par ça. J'ai eu des discussions avec certains. Il y en a qui ne veulent pas vraiment comprendre la station. C'est lui qui est plus rapide, il aurait dû gagner. Je comprends ce côté-là. Je comprends cette opinion-là. Mais je comprends aussi ce que McLaren a voulu faire. Toi, de ton côté, t'en penses quoi? Ben, c'est pas la première fois que ça arrive et ça sera certainement pas la dernière. Et c'est ça, c'est des situations où, mettons, Norris a fait son arrêt, il est ressorti, mais quand il est ressorti, quand il a fait son tour de réintégration en piste, il était dans une bonne position et il n'y avait pas de trafic autour de lui, donc il y avait de l'air propre. Et ça l'aide beaucoup aussi sur la voiture. On n'a pas le dirty air là, sur l'aileron, les pneus, etc., etc. Donc ça, c'est bénéfique pour une voiture parce qu'on roule dans l'air propre. Et est-ce que ça a été le cas de Piastri, qui était coincé derrière des retardataires? Ça, je ne me souviens plus trop, mais c'est sûr que ça n'a pas dû l'aider. Et là, Norris a réussi à passer Piastri dans cette stratégie-là. Là, est-ce que c'était le bon call? Même Norris l'a dit après la course en interview, il a dit, j'ai perdu la course aujourd'hui à cause de son mauvais départ parce que Piastri a été meilleur. Il a une meilleure impulsion au départ. Il a réussi à le passer. Et c'est ça, tout simplement, il le sait. Puis Piastri a aidé Norris à quelques reprises par le passé. Donc, c'est sûr que si le contexte était différent, disons que Norris était à quelques points de Verstappen, on parle, mettons, d'une dizaine de points, le fait que le scénario aurait été différent. Mais là, il est quand même encore assez loin. Donc, je suis pas tant étonné de cette stratégie-là, de cet appel-là de faire repasser Piastri devant Norris. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. C'est sûr que pour le pilote, ça frappe l'ego, mais ça fait partie de la game. Moi, je suis un peu partagé avec tout ça. Je me dis, s'il y a vraiment un revirement de situation dans la saison, et puis Lando Norris perd le championnat Il par, y a ça aussi. par 10 points, mettons, là, on va faire Mhm. comme, oh, ça, c'était une erreur. Sauf que, de l'autre côté, c'est la première victoire d'Oscar Piastri. Pour les gens qui pensent qu'il ne méritait pas, il y a un meilleur départ. Il n'était pas en danger, là. Lando Norris n'était pas en train de rejoindre Oscar Piastri dans cette course-là s'il n'y a pas le changement de stratégie. À ce moment-là, c'était un peu, c'est ça. C'est pas, la victoire revenait quand même à Oscar Piastri pour l'ensemble de la course. Oui, Lando Norris s'est retrouvé devant. Lando Norris aurait pu aussi tout simplement laisser passer Oscar Piastri et essayer d'aller le rechercher, ce qu'il aurait été sûrement capable parce qu'en fin d'épreuve, on voyait qu'il avait beaucoup plus d'énergie que son jeune coéquipier. Ça aurait pu être fait. La seule façon, c'est que ça a été un peu mal géré, je pense, du côté de McLaren, dans le sens qu'on n'a pas été très tranchant dans notre décision de dire laisse passer Oscar Piastri. On a voulu y aller gentiment. Puis là, ça a donné droit à plusieurs conversations. Puis ce Mhm. que ça a fait, c'est que ça a un peu entaché la victoire d'Oscar Piastri. Parce que si on avait fait ça rapidement, en dedans d'un tour, on avait redonné la position, je pense pas qu'on aurait autant de gens qui auraient été fâchés par ça. Parce qu'on aurait fait comme, ah ben oui, il est rentré avant, il est rentré, ils ont fait Il y en a quand même qui auraient été fâchés parce que les gens n'aiment pas voir ça, sauf de le laisser vraiment être obligé de pratiquement se garer sur le côté, de l'attendre 4 secondes, 5 secondes, le Mhm. temps qu'il Ouais. revienne. Je pense que Lando Norris a pratiquement fait exprès pour passer son message, montrer à tout le monde que c'est moi qui ai la victoire, c'est moi qui aurais dû gagner, de comme s'assurer un peu la faveur populaire, mais en même temps au détriment de son coéquipier Oscar Piastri et du moment important qu'il allait vivre. Parce que même à la fin, je sais pas pour toi, c'est peut-être le sentiment que moi j'ai eu. Moi, j'ai pas senti que ça avait l'air d'une première victoire pour un pilote de Formule 1. Ouais, il manquait un petit peu pas d'exubération, mais on dirait qu'il manquait un petit peu de joie, là, comme j'ai déjà vu plus festif pour une première victoire. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Puis, tu sais, on sait, là, Oscar Piastri, c'est pas le genre de gars qui va sortir de son auto puis faire un backflip, Mhm. là. Je pense que c'est pas dans sa personnalité. Mais je veux dire, ça me manquait quelque chose parce que c'est ça, c'était un goût amer qu'on dit, là. Ça a laissé comme un goût amer sa première Mhm. victoire. Je pense que, mais tout ça, j'ai pas le choix de donner ce tort-là un peu à Oscar, pas à Oscar Piastri, mais à Lando Norris, sur la manière qu'il a géré. Puis, je pense qu'il était déchiré. C'est drôle, hein, mais au début du week-end, il y a un journaliste qui a demandé à Lando Norris, est-ce que tu penses que tu es trop gentil pour être champion du monde? C'est un sujet qu'on a déjà abordé Mhm. ensemble, là. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il te manque quelque chose? Puis il a dit, je changerai pas ma personnalité ou je deviendrai pas un trou de.
pour Ouais. devenir champion du monde. Tu sais, je suis qui je suis. Puis, mais je pense que ça y a traversé dans la tête, dans ce moment-là de décision, de dire est-ce que je suis un champion du monde? Est-ce que je devrais pas le laisser passer? Je pense qu'il a été tiré parce que quelqu'un qui me dirait oh, Lando Norris a toujours eu l'intention de laisser passer Oscar Piastri, ça, je suis pas certain de ça. Je pense qu'il y a pensé longuement. Puis il a pensé à toutes les choses, puis on a essayé de le convaincre. Là, on lui a dit, mais Lando, pour gagner un championnat, ça te prend une équipe, ça te prend un coéquipier. Tu sais, on est allé avec l'émotion, on est allé avec les sentiments pour essayer de le Ouais. convaincre. Là. Toi, je sais pas de ton côté comment tu as vu ça, mais moi, j'ai eu l'intention, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a fallu qu'on le convainque de faire ça. Là. C'était pas un oui facile. Là. Non, c'est ça. Ben, et surtout que les pilotes ont tous un ego assez imposant. Là, ça, on va se le dire. Ils en ont tous un. Ils croient tous que ce sont le meilleur pilote en leur propre personne et c'est tout à fait normal. Mais ce que moi j'aurais fait, et ça c'est à titre très personnel, l'ingénieur propose, elle dit à Lando Norris, OK, on swap les positions, on échange les positions. Après deux, trois fois, Andrea Stella prend le micro. Lando, tu laisses passer Oscar, point final. Ouais. C'est, je me rappelle, je sais pas si ça te rappelle en Allemagne 2018, Valtteri James, Ouais, James Valls, Keep ça, qui prenait. Possessions. Ouais. En voulant C'était- dire, une tête forte de l'écurie dit, c'est ça, on stabilise les positions ou on fait le changement, peu importe. Mais quand une grande tête de l'écurie dit, c'est ça, c'est tout, that's it, that's all, on fait ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un ordre, puis that's it, parce que j'ai trouvé que ça a été long, puis là, pendant ce temps-là, ben, Ouais. Lando continuait de gagner un écart, puis là, du côté, ben là, il y en a des gens qui vont évaluer, ah, ben, Oscar, t'es pas capable de le rejoindre. Oui, mais en même temps, on disait à Lando, protège tes pneus, tu vas trop vite dans ce virage-là, protège tes pneus là, protège tes pneus là, puis il n'écoutait pas les consignes. Il continuait d'aller rapidement pour prouver son point que, ah non, moi, je suis trop en avance, on peut pas me rejoindre. Puis Oscar Piastri, lui, il écoutait les consignes d'équipe. Fait que c'est sûr que l'écart s'est grossi parce que Oscar n'essayait pas nécessairement de le rejoindre. Il disait, oh non, moi, ils vont m'ordonner ma position. Moi, je protège mes pneus, je fais ce qu'on me dit, puis tout ça. Puis là, finalement, après ça, ben là, ça a l'air que comme si Lando Norris lui avait donné cette victoire-là sur un plateau d'argent, de dire, hey, j'avais quand même quasiment 6 secondes d'avance, je t'ai attendu. Ouais. C'est vrai, quand tu le regardes au premier degré, c'est ça, sauf que tu sais, l'histoire est plus longue que ça. Là. Effectivement, c'est ça. Il y a toujours une histoire qui peut entacher une première victoire. Ça peut pas toujours être le scénario conte de fées ou Ouais, comme ça, mais bon, ça fait partie de la game. Parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, c'est arrivé dans le cas d'Oscar Piastri. ouais, exactement. Puis, je te dis une autre affaire sur ce sujet-là. Là. Est-ce que tu penses que ça joue dans la tête à Lando Norris? Le fait que il a eu sa première victoire, finalement, dans sa carrière, mais ça date déjà de Miami. OK? Mhm. Ça fait 7 Grands Prix de ça déjà. En tout cas, ouais, je pense que ça fait déjà 7 Grands Prix de ça. C'était début mai. Sa première victoire. Depuis ce temps-là, on dit que McLaren a la meilleure voiture, mais il n'a pas gagné d'autres Grands Prix depuis ce temps-là. Finalement, il a sa première victoire, mais là, ce que ça donnait aujourd'hui, ça donne que Oscar a aussi une première victoire. Donc, c'est 1-1 au chapitre des victoires. Et puis, le plus grand rival de Lando Norris depuis ses débuts pratiquement en course automobile, ça a été George Russell. Puis George Russell, qui avait sa première victoire depuis longtemps, mais en a gagné une deuxième depuis ce temps-là. Donc, Lando Norris, oui, a eu sa première victoire à Miami, mais là, il se retrouve encore. Ben, je suis encore égal à mon coéquipier qui est beaucoup plus jeune que moi, qui est juste sa deuxième saison. Je suis pas capable de rejoindre mon rival de toujours. Tu penses-tu que c'est quelque chose qui est dans sa tête, ça, qui pense de dire ça ajoute de la pression ou pantoute, il pense pas à ça jamais? C'est possible, c'est sûr. Seul Norris le sait au final. Et juste, pas lancer une petite pique à Norris, mais Piastri a une victoire aussi en course sprint. Exactement. Donc, Hein? il y a une petite victoire supplémentaire par rapport à Norris. Ouais, exactement. Donc, je peux pas croire que c'était pas tout dans son calcul aujourd'hui de dire comme, hey, là, comme je te dis, moi, à Miami, quand il a gagné la première fois, on l'a vu, il a pogné cette fin-là de remporter des épreuves. Puis là, il se rend compte que, écoute, ça fait déjà longtemps, cette première victoire-là, là, puis c'est seulement la Mhm. deuxième victoire de McLaren depuis qu'on a dominé. Donc, il en a échappé pas mal entre-temps, là. Donc, puis là, en plus, c'est pas Norris qui l'a gagné. Donc, je suis persuadé qu'il est pas content ce soir. Lando Norris, là, au bout de la ligne, il se dit victoire d'équipe, mais je suis persuadé qu'il aurait aimé que la conclusion de ce Grand Prix-là soit différente. Et dans un autre temps, ben oui, au départ, on le mentionnait que Piastri a réussi à passer Norris. Pourquoi? Ben parce que Norris voulait défendre aussi sa position contre Verstappen qui arrivait à tout à l'heure avec beaucoup d'intention vers la gauche. Il voulait passer. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Là? Il y a eu une petite controverse dès le départ.
Norris veut pas, doit se rabattre vers sa gauche. Il veut défendre sa position, mais il veut surtout éviter le contact avec son coéquipier et laisser suffisamment d'espace à Piastri. Donc, en se rabattant sur sa gauche, ben, ça force Verstappen à prendre la sortie de secours, là, à aller hors piste. Et puis, il réussit à compléter son dépassement en ayant les roues hors piste, ce qui est contre le règlement. Donc, à ce moment-là, on mentionne à Verstappen, tu dois redonner la position. Verstappen, bien sûr, pas content de ça, essayer de plaider sa cause un petit peu. Finalement, on revient sur le micro, son ingénieur dit non, on aimerait que tu redonnes ta position. Pendant ce temps-là, c'était déjà sous enquête et ça avait été donné au commissaire. Donc, on commençait à analyser le dossier. Finalement, est-ce que c'est un simple hasard? Est-ce que c'est en lien avec ce qui s'est produit sur la piste? Mais j'ai trouvé que c'est arrivé très rapidement. Mais aussitôt qu'on a redonné la position, on a vu tout de suite une annonce sortir comme quoi que il n'y avait plus d'enquête en cours et puis on ne prendrait pas de procédure contre Verstappen. Selon toi, en un premier temps, comment tu as trouvé cette manœuvre-là? Est-ce qu'il devait redonner sa position selon toi? Et est-ce que tu penses que l'enquête a tombé à cause qu'il a redonné justement la position ou tu penses que peut-être qu'on aurait choisi du côté de la FIA de dire que c'était simplement des fois, on laisse des sorties de secours là, au départ. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on aurait jugé ça? Ben, c'est sûr que avec la forme du virage, si tu veux, et tout, et comment Piastri, Norris et Verstappen arrivent dans ce premier virage-là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir par coincer. Et c'est pour ça que là, ben, Verstappen n'a pas le choix de prendre l'échappatoire et tout. Euh, Moi, je crois que oui, il a bien fait de rendre la position. Parce que sinon, ben, s'il s'était obstiné à rester devant, ben, il aurait pu avoir une fameuse pénalité là, pour ne pas avoir redonné la position à Norris et tout. Et finalement, bon, après avoir parlé avec son ingénieur et tout, bon, ils se sont rendus compte que c'était probablement la meilleure chose à faire. Et finalement, ben, je crois que c'est pour ça que la FIA n'a pas donné suite à tout cela, à cet appel-là, pour dire, OK, c'est bon, il a redonné la position. Il n'a pas trop attendu non plus. Donc, affaire classée pour moi, c'est comme ça que c'est. Ouais, moi, j'ai hésité. Tu sais, c'est tellement dur là, de se mettre dans les souliers de la FIA puis de Mhm. prendre des décisions à leur place, là, les règlements. Parfois, j'avais en tête, c'est la première chose qui m'est venue en tête lorsque c'est arrivé, George Russell en Autriche, pas cette saison, la saison dernière, qui prend l'échappatoire pour compléter un dépassement sur deux as. Puis finalement, Ouais, sinon, je ne sais pas si c'était en Espagne aussi qu'il avait pris toute la trajectoire extérieure, la grande courbe après la première chicane. Est-ce que ça se pourrait? ben, je pense qu'en Espagne, de mémoire, OK, je comprends ce que. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est vraiment Autriche. Mais je sais qu'il est arrivé Mhm. une situation très semblable en Espagne, puis que Mhm. là, à ce moment-là, je pense qu'on l'avait pénalisé. Quelque chose comme ça. Mais ça se peut, là, comme je te dis. Mais Mhm. l'exemple, là, tu vois où je veux en venir, c'est que Ouais, ouais. c'était au départ, c'était au premier virage. Il a complété un dépassement sur deux voitures complètement à l'extérieur, là. Mhm. C'était un raccourci complètement qui est pris. Mhm. Puis on avait Oui. jugé, puis on avait plaidé la cause du côté de Mercedes que il n'y avait pas le choix parce qu'il a évité un contact. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment dangereux comme explication et qu'on avait accepté cette explication de la côté de la VIA parce que là, je me suis dit, n'importe qui peut dire, ah, risque de contact, prends le raccourci. Puis c'est un peu ce que Verstappen a fait d'une certaine façon de dire, ah, risque de contact, mais puis c'est normal, tu veux pas perdre ta course, mais tu veux aussi gagner une position. Donc tu dis, hey, moi, je suis en train de compléter un dépassement. Oups, ça chauffe un peu, je vais me faire coincer. Ah, c'est sûr que ça ne le permet pas partout, là. Il n'y a pas tous les circuits où on peut décider de prendre l'extérieur, puis on va quand même faire un dépassement. Essaye ça à Monaco, puis ça ne tirera pas loin, puis à Montréal Mhm. non plus, là. Mais je veux dire, tu sais, à certains grands prix, tu peux faire ça. Donc, j'avais trouvé ça bizarre à cette fois-là, cette décision-là. Puis c'est la première chose qui m'est venue en tête aujourd'hui. Je dis, ah, est-ce qu'ils vont le pénaliser? Mais Red Bull n'a pas voulu aller jouer là parce que la raison, c'est que 5 secondes de pénalité sur un aéropluie qu'il aurait dû servir pendant la course, ça venait tout Mhm. gâcher le côté stratégie pour faire ce qu'on Ouais. mentionnait tantôt, le undercut. Donc, Mhm. aller au puits avant ton adversaire. Donc, tout ça, si on l'avait collé 5 secondes, mais ça venait un peu gâché. Fait qu'on n'a pas voulu prendre de risque. Mais ça t'es-tu venu en tête, toi, où tu étais certain que c'était 5 secondes de pénalité? C'est certain qu'on allait aller de ce côté-là du bord de la FIA. J'avais des doutes. Je suis pas dans le secret des dieux, mais j'avais un doute que si Verstappen
ne respectait pas cette consigne-là, que oui, il y avait matière à avoir pénalité. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es allé du même côté que Red Bull a dit on Mhm. prend pas de risque. Ouais. Parce que la manière que ça fonctionne, faut expliquer aux gens, c'est que si vous redonnez pas la position, ben il y aura pas il y a plus d'avertissement de la FIA. La FIA Mhm. prendra pas le téléphone pour dire hey, on aimerait ça que tu lui redonnes comme on faisait dans le passé. On fait plus ça. Mhm. C'est à vous de vous arranger en piste. Puis si vous prenez pas la même décision que nous on prend, ben c'est 5 secondes de pénalité pour Mhm. un mouvement comme ça. Donc on n'a pas voulu se rendre là. On a dit on redonne la position. Verstappen, bien entendu, n'était pas vraiment content. J'ai comme l'impression que ça a bousillé un peu sa course, ça. Il y a eu plein, Ouais. il y a eu plein de facteurs là, du côté de Verstappen. On va le mentionner aussi. Je pense que ça a été mentionné à répétition un peu partout sur les différentes télédiffusions, mais Max Verstappen a resté debout jusqu'à 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, Mhm. pour compléter une course virtuelle, une course sim avec son équipe. Vous savez, là, c'est un adepte de ça. Il est pratiquement un des meilleurs au monde aussi en course virtuelle. Son équipe aussi, d'ailleurs, a beaucoup de succès. Donc, il a voulu faire sa partie des 24 heures de Spa-Francorchamps. Ils ont remporté, je pense, même l'épreuve, ou en tout cas, ils ont fini pas loin, mais ça, c'est peut-être aussi important, là, parce que je pense que l'épreuve la plus importante du week-end, c'était le Grand Prix Mhm. au Hungaroring. Mais il est resté debout aux petites heures de la nuit pour compétitionner dans ses activités connexes, là, mais de ses activités personnelles. Puis, ça a peut-être joué sur son comportement, sur sa concentration, sur sa journée. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, ou tu penses que c'est un détail? Bah, c'est sûr qu'une bonne nuit de sommeil, ça fait jamais de tort non plus, mais je trouve qu'il y a eu des petits manques au côté de la stratégie chez Red Bull. Ouais. Et là, ben là, c'est sûr que là, avec tout ce qui s'est passé avec Verstappen, ben là, ça l'a irrité, ça l'a fait fâcher, il était pas content en piste et tout, donc prenait des décisions peut-être un peu plus impulsives. Et c'est ça, à un moment donné, une cause en enchaîne un autre, puis après ça, c'est une roue qui tourne, puis après ça, ça n'arrête pas. Et c'est ça qui s'est produit aujourd'hui à Budapest. J'ai vu un Verstappen plus brouillon, un peu plus. Un Verstappen plus à l'ancienne, comme dans ses premières années où il était un petit peu plus fougueux, mais pas assez. Pas comme on le connaît aujourd'hui, disons-le. Là. Mhm. Pas assez réfléchi dans ses mouvements, Pas parce assez que ça, réfléchi, ouais. ouais, C'est parce ça. qu'il faut y donner. C'est un pilote qui est excessivement intelligent, même s'il y a des gens Mhm, peut-être ouais. qui l'apprécient pas à l'extérieur de la piste ou peut-être qui dégagent pas ça. Mais c'est un gars qui est extrêmement brillant, là. Son IQ de Mhm, course automobile est très élevé. Donc, normalement, il va prendre des bonnes décisions en piste. Il va toujours, oui, c'est sûr que le côté agressif domine dans son pilotage, là. Son caractère, toutes ces choses-là. Sauf que il a déjà fait des courses de simulation. Là. Il y a quelques semaines, il en avait fait une en pleine nuit, puis finalement, il a gagné l'épreuve. Tout le monde disait ah, mhm, wow, quel pilote, il est capable d'accomplir les deux. Puis là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est une journée moins bonne sur l'ensemble de résultats. Donc, à ce moment-là, on dit ah, il devrait plus faire ça. C'est pas bon, il devrait pas courser. Moi, je pense pas qu'il devrait courser les journées de la veille d'une course, là. Mais c'est encore là. Est-ce que Red Bull peut vraiment l'en empêcher? Je ne sais pas. Ça sera peut-être dans une clause de contrat un jour s'il renouvelle en 2020, après 2028. Mais moi aussi, j'ai trouvé que il était peut-être pas dans son élément aujourd'hui. Il était très, très fâché au début. Je pense que ça, s'il avait réussi à s'emparer de la deuxième position puis chasser Piastri, je pense qu'il l'aurait eu. Il aurait probablement peut-être même gagné la course parce que quand on regarde les résultats, moi, j'avais dit que je les voyais favoris pour le week-end parce que mhm, les essais de vendredi matin, même si c'est pas toujours représentatif, semblaient très bonnes la RB20 sur l'usure des pneus. mhm, Hungaroring, on sait que c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'on aurait eu un meilleur week-end. Mais je pense que ça, le fait qu'il était obligé de redonner la position à Norris, il comptait sur avoir un bon départ. Après ça, il a ménagé son train de pneus, son train de médium avec lequel il s'était lancé. Et puis là, mhm, le même problème depuis le début de la saison. Aussitôt qu'on met la RB20 sur des gommes dures, il se passe mhm. plus rien. C'est comme si tout l'avantage de performance qu'on a, normalement, c'est les autres écuries s'envolent. On l'a vu à Miami, notamment, là, lorsqu'il était incapable de rejoindre un gars comme Lando Ouais. Norris. On l'a vu à d'autres endroits. Et puis là, même en compétition avec Lewis Hamilton, avec la Mercedes, on voyait que l'écart de performance n'était pas là. Il n'était pas capable d'aller chercher suffisamment de vitesse pour compléter un dépassement. Puis quand il a réussi à le faire, à trouver le bon endroit, eh bien là, c'est un autre problème qu'il y avait tout au long du week-end et qu'on l'entend se plaindre depuis un certain temps, c'est ses freins. Il n'aime pas les Mhm. freins sur la RB20. Toi, est-ce que tu penses que... Penses-tu qu'il y avait des chances de gagner ou c'est moi qui s'imagine ça? Ah, il aurait pu avoir une chance de gagner, effectivement, à la position dont il était parti, oui.
Par contre, c'est ça. Niveau stratégie chez Red Bull, d'habitude, on optimise tout et on réussit souvent à bien s'en tirer et réussir à gagner des courses parce qu'on optimise le maximum tout ce qu'on peut du côté stratégique. C'est la clé, c'est une des très grosses forces de Red Bull depuis plusieurs années. Mais là, aujourd'hui, on a été un peu dans le dur et Verstappen, ça s'en est plein toute la journée. Piero Lambiase, son ingénieur, et ça paraissait dans sa conduite plus brouillonne et évidemment là, avec ses tentatives de dépassement sur Hamilton. Pourtant, la Mercedes, c'était pas la meilleure voiture sous des conditions de piste plus chaudes. Là. La Mercedes a un petit peu plus de difficulté à ce niveau-là. Là. Et bon, et là, il est arrivé ce qui est arrivé avec sa bataille avec Hamilton. Ça a donné des airs de 2021, je sais pas pour toi, Martin, là, mais j'ai eu cette impression-là. Ben, il est allé, en tout cas, on peut dire, il est allé all-in. Il est allé le tout Aussi. pour le tout parce qu'il Oui. était très, très loin pour tenter de se jeter à l'intérieur d'Hamilton. Est-ce Mhm. qu'Hamilton a serré un peu le volant? Je pense que oui, mais dans le fait qu'il fallait qu'il tourne à un moment donné, là. Il ne pouvait pas se Mhm. permettre Effectivement. d'aller en ligne droite. Mais, tu sais, je vais prendre le commentaire de Lewis Hamilton qui a dit c'est un incident de course. Je Ouais. pense qu'en venant de lui, c'était honnête de sa part. Je pense que Verstappen ne l'a pas vu comme ça. Peut-être encore sur l'adrénaline, sur une mauvaise Mhm. journée, sur tout ce qu'il a vécu, en tout cas. Donc, lui, il l'a pas vraiment vu comme ça, mais pour que Lewis Hamilton dise ah, c'est un incident de course, j'ai trouvé que je pense que c'était honnête de sa part, puis je pense que ça représentait bien ce qui est arrivé. Oui, Verstappen a essayé d'être très téméraire dans son approche. On le connaît, c'est sa façon de travailler. C'est un gars agressif. On le change, on le dit, on ne changera pas. Puis c'est la raison pourquoi il y a du succès. Ça fait partie de ça. Puis en même temps, Mhm. les gens qui sont contre ça, ben, il y a des pilotes qui font juste se suivre puis garder la position puis attendre le moment parfait pour compléter un dépassement. Vous seriez tous les premiers à trouver ça les courses excessivement plates si on avait 20 pilotes qui se comportent comme ça. On veut des gars. Puis aussi, je te dirais que si Hamilton aurait eu des dégâts sur sa voiture, peut-être qu'il n'aurait pas eu le même discours aussi. Verstappen a été chanceux dans cette embardée-là de ne pas avoir trop de dommages au niveau du fond plat et du diffuseur. En tout cas, de ce que j'ai vu, il a quand même pu continuer et ça semblait quand même correct, mais ça aurait pu être beaucoup plus pire, là. Hamilton aurait pu avoir un période de suspension, là. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça pour les deux. Donc, ça en sont relativement bien sortis. Mais c'est sûr que si Hamilton aurait eu des dommages sur sa voiture, je pense pas qu'il aurait tenu le même discours. Non, je suis d'accord avec toi. Puis même s'il avait voulu tenir le même discours, il y a quelqu'un Hmm. chez Mercedes qui serait venu le voir et il aurait dit non, non, là, Ouais, c'est ça. là, tu dis que t'as foncé dedans, puis ça y prend une pénalité, puis on aurait voulu aller plus loin avec ça c'est Mhm. certain. Mais moi, j'ai été surpris, tu dis l'ampleur du contact, c'était plus violent que qu'est-ce qu'il y a eu probablement entre Lando Norris et Max Verstappen. Moi, j'étais certain qu'il y avait une crevaison là-dessus. Je pensais que sa course était probablement terminée ou probablement terminée avec les écarts qu'il y avait là. Je pensais, mais Mhm. finalement, j'ai été très surpris de le voir regagner sa position, perdre une position contre Charles Leclerc, qui Mhm. Charles Leclerc bénéficie de cet accrochage-là. Puis après ça, ben sûrement il y avait du dommage là. Il aurait peut-être pas pu faire, mettons, 30 tours comme ça, mais il n'a pas été obligé d'aller au puits. Il n'y avait rien de cassé à apparent. Fait que ça, Ah, c'est ça. c'était assez surprenant de voir ça. Mais oui, la stratégie, je pense que tu as mis le doigt dessus. Il était peut-être pas dans son meilleur élément, Verstappen. Il a le droit à une mauvaise journée, même s'il nous a habitués à des standards tellement hauts depuis qu'il est là comme on pense qu'il est surhumain par long, il n'a pas le droit d'en connaître une mauvaise. Je pense qu'on peut peut-être la mettre dans la colonne des mauvaises, celle-là. Mais il faut la mettre à Red Bull aussi, dans le sens que oui, côté stratégie, là, il n'était pas d'accord parce que je pense qu'on a décidé, tu sais, comme je te dis, peut-être un complexe. Je vais pas dire un complexe d'infériorité, je pense que le mot est trop haut, mais dans le sens que Red Bull commence à comprendre qu'ils n'ont pas la meilleure voiture, donc on a peut-être cherché un peu trop loin côté stratégique. À place de Mhm. faire ce qu'on fait d'habitude puis de prendre la bonne décision, quitte à faire comme les autres, mais se dire, c'est pas grave, si on fait la même décision que les autres écuries en qui qu'on compétitionne, on a le meilleur pilote au monde, il va faire le travail. Mais on a décidé de faire quelque chose un peu différent que les autres en pensant que ça donnerait un avantage à Verstappen, puis lui, il n'était pas d'accord avec ça du tout. On dirait qu'il l'a senti de dire non, 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 là, laissez-moi faire la job, mettez-moi dans les opportunités pour compétitionner avec ça en avant, puis je vais le faire. Mais par exemple, Red Bull était un peu menotté parce que on se battait contre Mercedes sans le vouloir. Parce que chez Red Bull, notre but, nous, c'est de gagner. C'est pas de finir troisième, quatrième. Le but de Verstappen, c'est de gagner. Donc, on a opté la stratégie pour gagner, remporter le Grand Prix. Sauf que du côté de Mercedes, c'est pas ce qu'on a visé. Du côté de Mercedes, on a visé le podium. On visait terminer troisième.
Donc, on a opté pour une stratégie d'arrêter très rapidement en début d'épreuve. Mais là, le problème, c'est que ça a forcé Red Bull à répondre à cette attaque-là. Mais Mhm. répondre de quelle façon? De dire, on reste plus longtemps en piste, puis on va essayer de se trouver une opportunité pour avoir des pneus moins usés, puis tu vas pouvoir aller faire des dépassements, regagner des positions sur Lewis Hamilton. Ce qu'il n'a pas été capable de faire finalement, Hamilton a arrêté au puits avant même que Verstappen puisse le dépasser. Il a gagné la position, mais là, ça a été une reprise plus tard dans l'épreuve où, encore une fois, du côté de Mercedes, on avait arrêté avant Red Bull. Donc, Red Bull, on est obligé de faire du rattrapage, arrêter plus tard, espérer venir faire le dépassement. Mais là, à ce moment-là, sur un circuit comme le Hungaroring, ça cause des problèmes. Surtout que, on l'expliquait, en gomme dure, la Red Bull n'est pas la même, on n'est pas nécessairement, on peut pas la reconnaître dans ses performances lorsqu'elle est en gomme dure. Donc, Verstappen n'avait pas nécessairement les outils pour être capable de faire du rattrapage comme Red Bull le voulait, là. Parlons-en là, si on juste revenir avec le classement. Oui, Piastri remporte l'épreuve, Norris deuxième, Hamilton podium. Donc, ça va bien du côté de Mercedes quand on regarde ça. Victoire à Silverstone, maintenant un podium avec Hamilton. On est en train de replacer notre saison tranquillement, pas vite. McLaren prend la deuxième position au classement des constructeurs. Ça, c'est Mhm. important de le dire. On passe devant Ferrari. Ferrari, ben, Leclerc quatrième, Verstappen cinquième. Leclerc a hérité de cette position avec la collision Hamilton-Verstappen. Verstappen cinquième, Sainz sixième. Donc, est-ce que tu es satisfait dans l'ensemble du week-end de Ferrari ou ça reste quand même un échec parce qu'on a quand même cédé la deuxième place au classement des constructeurs? C'est sûr que certains peuvent considérer un certain échec parce que pas Mercedes, mais McLaren est passé devant. Mais tout compte fait, je trouve que on a été relativement bon tout le week-end. On n'était pas trop à la ramasse. Euh, donc, 4 et 6 au final, je trouve que c'est quand même une bonne opération pour Ferrari. Là, il y avait des améliorations en fin de semaine du côté de Ferrari, Ouais. notamment au niveau du plancher, si je ne me trompe pas me semble. Oui. Et c'est ça le fond plat. Puis au moins, ben là, si on peut se débarrasser du marsouinage, là, que c'était revenu là, sur la voiture. Donc, ça, c'est une bonne chose pour eux si ça réussit à bien performer. Et voilà, je suis quand même content de les revoir là. Ça fait du bien. Ils en ont besoin parce que ça a été difficile au cours des derniers Grands Prix. Moi, je l'ai qualifié de correction ou une patch, comme dans le domaine de la technologie, pour ce qu'on avait pour le week-end du côté de Ferrari. Parce que oui, c'est une forme d'amélioration, mais ce qu'on veut faire, c'est faire fonctionner ce qu'on avait apporté au Grand Prix d'Espagne. Donc, Ouais. on a des problèmes. À Silverstone, on a eu la patch 1.1, mettons, ou 1.0. Puis là, on avait la 1.2. Mais je pense que la 1.2 a bien répondu. Je pense pas on est redevenu l'écurie qui peut attaquer les écuries de premier plan. On est quand même derrière une Mercedes et derrière Red Bull et McLaren aujourd'hui. Ben, faut dire que Leclerc s'est faufilé devant Verstappen, mais on comprend là, en performance ce que je veux dire. Donc, mais au moins, on a arrêté de reculer là, parce que là, ça commençait à faire peur. Là. Surtout qu'on avait terminé derrière une Haas en qualification la semaine Ouais, ouais. dernière, la semaine d'avant. Donc, ça, c'est pas ce qu'on voulait. Côté de Mercedes, là, bien entendu, oui, on dit que ça va mieux. On améliore, sauf que ça a été un week-end podium entièrement Mercedes, point de vue motoriste. Encore là, on peut dire Mhm. félicitations, sauf qu'on se fait encore battre par une de nos écuries clientes. Ça, c'est jamais ce qu'on veut voir, là. Quand on mentionne justement Effectivement. que Haas était devant Ferrari la semaine dernière en qualification, la semaine d'avant. Donc à ce moment-là, c'est sûr que ça fait sonner la petite cloche, là. Je pense qu'on est content du côté de Mercedes, sauf que ça nous pique encore de dire c'est pas normal qu'on ait deux, deux voitures oranges en avant de nous encore, là. Ah, Du coup, ouais, ouais, c'est sûr vas-y, que vas-y. le client qui est devant le motoriste, ça titille un petit peu là, du côté de Mercedes. Puis juste en petite statistique, 200e podium pour Hamilton. Oui, tu fais bien de le dire. C'est une belle Franchit la information. barre des 200, ouais. Hein. 49e doublé pour l'écurie McLaren. Donc ça aussi, ça fait quand même, ça fait quand même un bon moment qu'on attendait ça et tout, là. Puis, c'est ça. Ils sont au troisième rang de l'histoire. McLaren 49, doublé. Donc, c'est simplement Mercedes devant et Ferrari au premier rang. Comme tu dis, doublé non seulement en course, mais en qualif Mhm. aussi. En Donc, qualif aussi, oui. ça, c'est positif d'avoir été capable. Oui, bien sûr, on a inversé les pilotes, sauf qu'à ce moment-là, quand même, on a été capable de garder nos acquis. Mhm. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas
depuis le début de la saison. Des fois, on était capable d'aller chercher, gagner des positions en qualification, les perdre en course ou Mhm. vice-versa. Mais là, d'avoir été capable d'être. Bon, on a été plus rapide tout le long du week-end, mis à part en vendredi, je pense que Ferrari avait été plus rapide en piste, mais le reste, on a vraiment, on peut dire que ça a été une domination de McLaren. Fait que oui, on termine encore devant Mercedes, et comme tu dis, euh, un bon doublé, donc c'est toujours quelque chose qui est encourageant. Euh, qu'est-ce qui était encourageant, là? On laisse faire le samedi, mais quand c'est positif, c'est positif. Qu'as-tu pensé de Sergio Perez aujourd'hui? Ben, c'est une belle remontée. Faut le voir comme ça. Il n'a pas terminé derrière Logan Sargent, donc c'est c'est quand même bon. Mais c'était quand même il fallait qu'il optimise le tout là, à un moment donné. Là. C'est sûr que ça va lui faire du bien. C'est sûr, c'est pas un podium, mais quand même, il a fait le plus qu'il pouvait. J'ai trouvé ça correct, mais il va falloir que. Je sais pas si son sort est déjà scellé chez Red Bull, mais il reste encore un Grand Prix en Belgique. Donc, c'est probablement la dernière chance de Perez là, pour sauver son volant. Ah, ça va lui prendre une grosse performance. Ouais, Comme tu ouais, dis, c'est dur. Je m'aventurerais pas à dire, oh non, non, il y a encore des chances. Je pense qu'il a bousillé peut-être 80% de sa chance ouais, qui lui reste avec son c'est week-end. ça. Mais septième, je suis content. Sur un circuit comme l'Hungaroring, c'est pas un circuit qui a Mm. eu du succès dans sa carrière, donc on s'attendait pas à ce que ça soit grand, mais quand même, il a remonté, il faut lui donner ça. Puis la petite victoire morale, moi, je trouve, c'est. Il y a un bout de temps, je le regardais, puis il était derrière Russell. J'étais là, faut qu'il trouve une manière non seulement de remonter, d'aller marquer des points, mais il ne peut pas terminer derrière Russell. Il ne peut pas se balader toute la journée dans sa Red Bull en arrière de George Russell. Tu vas me dire, ouais, mais Verstappen le fait, il a eu de la misère à dépasser Hamilton. Je suis d'accord, sauf que Perez avait énormément de rattrapage à faire, il y avait des points à aller chercher, donc lui, c'était vraiment important qu'il dépasse George Russell. Ça a été fait, donc terminé septième puis huitième pour Russell. Russell a eu le point de mémoire pour le tour le plus rapide qu'il a donné à son écurie. Neuvième, Tsunoda. Dixième pour Lance Stroll. Lance Stroll qui termine devant Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'était pas une bonne journée. Hein. Il était pas très content. Là. On disait que Verstappen était bougon, mais Alonso était bougon aussi. Le retour de l'ancien Fernando, elle Ouais. commence à être loin l'année 2023. Hein? C'est quand le début de saison 2023, on commence à l'entendre dans certains commentaires, être un petit peu plus passif-agressif. Il lance des petites flèches à gauche, à droite à son ingénieur et tout. C'est pas un pilote, c'est un pilote extrêmement talentueux, Fernando Alonso, mais parfois, là, quand ça fait pas son affaire, il le fait savoir, puis assez vite. Ouais, à l'image des autres champions du monde, c'est vrai Mhm. qu'on n'avait pas vu le Fernando depuis longtemps qui dit à son ingénieur de se la fermer Mhm. ou comme tu dis, le sarcasme de Fernando Ouais. Alonso, là, Mhm. ça avait Mhm. commencé vendredi quand son ingénieur lui a demandé Hey, Fernando, qu'est-ce que tu penses du ballon? Bonne chance. Ouais. C'est tout ce qu'il avait à dire. Il a dit dans le week-end, on va avoir besoin de la chance, ça va être compliqué. Donc, oui, Fernando, on l'a entendu, était un peu impatient, t'es pas content. C'est sûr que à longue, c'était peut-être drôle de dire je vais aider Lance Stroll, je vais le former, je vais le mettre, je veux qu'il devienne un leader, mais je pense pas qu'il veut le suivre comme ça pendant des journées de temps Mhm. ou se qualifier à l'arrière de lui. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne voudra pas avoir, mais je sais que je le mentionne souvent la pause, j'ai hâte de voir Fernando Alonso après la pause. Je pense qu'à son âge, Mhm. c'est le pilote qui en a bénéficié le plus la saison dernière avec Carlos Sainz. Carlos Sainz était revenu très fort en deuxième demi de saison. Donc, j'ai bien hâte de Mhm. voir Alonso. Là. J'ai l'impression qu'il va reprendre du poil de la bête après cette fameuse pause-là. Ça va être très bénéfique pour lui après le Grand Prix à Spa. 12e, Ricardo. Il a une bonne qualif. Il a eu un bon moment, comme on dit, en Q1. Termine quand même derrière Tsunoda. Euh, 12e, pas l'idéal. Tu as la porte des points quand même. Mhm. Sauf que c'est sûr qu'on compare toujours à ton coéquipier. Donc, tu pars avant ton coéquipier, tu termines derrière. C'est jamais l'idéal. 13e pour Hülkenberg, 14e pour Albon, 15e pour Magnussen, 16e pour Bottas, Sargent, 17e, 18e pour Ocon, 19e pour Joe. Puis Gasly, ben, on est obligé de retirer la voiture encore. C'est un peu malheureux. Alpine, là, tu le mentionnais, on a perdu une belle opportunité de se sécuriser des positions, d'avoir une position en piste qui est avantageuse. C'était probablement peine perdue. On aurait peut-être pu même laisser les voitures au garage pour la journée parce que avec le déficit moteur qu'on a sur un circuit comme Hungaroring où il y a très peu de place de dépassement, si tu peux pas gagner un certain avantage sur
sur tes adversaires, non seulement parce que ta voiture est plus lourde, parce que tu as moins d'aéro, puis tu as moins de puissance moteur, ben, comme je vous dis, entre la laisser au garage puis la sortir, il n'y a pas grande différence que je pense que ça aurait fait aujourd'hui pour Alpine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, c'est sûr, c'est dommage parce qu'on avait une belle petite remontée d'Alpine là, il y a quelques grands prix. Là, on s'est dit, oh, peut-être qu'Alpine revient tranquillement, pas vite, pas pour se batailler pour un top 5 mais tranquillement, aller grappiller des points ici et là. Mais Silverstone et là, à Budapest, là, on revient dans le dur. On revient dans le dur et je crois que eux aussi, la pause estivale va leur faire du bien. Ouais, on peut continuer de développer depuis le 1er juillet Mhm. aussi. Ouais. On a gagné du temps dans notre développement, plus de temps en soufflerie. Donc, c'est sûr qu'on ne verra pas ça du jour au lendemain. Sauf qu'on l'a vu avec les autres écuries, notamment avec McLaren, comme quoi que lorsqu'on a un avantage sur notre développement, plus de temps en soufflerie, plus de temps de CFD, puis à ce moment-là, normalement, si on utilise bien ça, on devrait en tirer des avantages sur nos adversaires. Pas nécessairement de dire qu'Alpine va revenir se battre avec Ferrari et ces écuries-là à l'avant, mais de donner une meilleure compétition. Peut-être à Aston, comme on l'a vu pendant certains Grands Prix. Peut-être aussi compétitionner Racing Bulls, s'assurer de ne pas se faire dépasser par Sauber, rester peut-être devant Williams, pas tu sais, de me donner une meilleure bagarre à Williams. Williams aussi, on a des difficultés, là. Ça n'a pas été un très bon week-end. Donc, tout ça, euh, je pense que, comme tu dis, oui, la pause va aider. Puis le temps va aider Alpine si on continue à travailler dans le bon sens, là, comme on semblait faire là, depuis quelques semaines. Euh, Si je te demande ton pilote du jour, Kevin, ça a été qui? Euh, c'est sûr que ça irait entre les deux pilotes McLaren. Je te dirais principalement pour sa gestion de course, Oscar Piastri pour sa première victoire. Moi, je le vois là-dessus. Norris a fait quand même une très belle course aussi. Il faut pas aligner. Mais pour ce moment-là, la première victoire en carrière, c'est toujours spécial. Ben, moi, je vais avec le cœur, avec Oscar Piastri. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à dire que tu es parti premier, puis tu n'as pas fini premier, mais tu étais le Aussi. meilleur de Ouais. la journée. Fait que c'est pour ça que je peux pas le donner à Lando Norris, mais je comprends ce que tu soulignes que ça a été quand même une belle journée pour lui. Tu es très, très, très compétitif dans la deuxième Mhm. partie Mhm. d'épreuve. Donc, tout ça, je comprends pourquoi que ça n'a pas été une mauvaise journée pour lui. Sauf que j'ai l'impression que quand même, c'était une victoire qu'il aurait dû aller chercher puis il l'a perdu. Donc, Mhm. il l'a perdu Aussi. à qui? Ben, il l'a perdu à son coéquipier Oscar Piastri. C'est pour la même raison que toi que je le prends comme pilote de la journée. Mention honorable quand même à Lewis Hamilton. Je trouvais que Hamilton a fait Oui. une belle course. Il a bien défendu sa position. Puis il a très vite saisi c'était quoi qu'il avait besoin de faire aujourd'hui. Il a compris que l'objectif, puis ça, c'est pas parce qu'il ne comprend pas d'habitude, mais je veux dire, il savait que c'était troisième. Puis Mercedes ont misé pour terminer troisième, puis lui a tout fait pour être capable de sécuriser son podium en défendant sa position contre Verstappen à plusieurs reprises. Donc pour ça, j'y donne une mention honorable, mais j'ai pas le choix. Première victoire, Oscar Piastri, départ excellent, meilleure gestion de ses pneus en première partie d'épreuve. Deuxième partie Mhm. d'épreuve, je ne veux pas l'évaluer trop sévère. Je pense qu'il a faibli un peu en énergie, mais l'écart, c'est aussi créé par le fait qu'on lui donnait des directives d'équipe de respecter les pneus, de ne pas prendre des virages à telle vitesse. Et lui, il les respectait pendant que Lando Norris, non. Donc, moi aussi, j'y vais avec Piastri, pilote de la journée. Y a-tu quelqu'un qui t'a déçu, une écurie pendant le week-end, un pilote ou quoi que ce soit? As-tu une déception? Euh, ouais. Je dirais, si on reste juste en qualification, je dirais que l'erreur de Perez était probablement l'erreur de trop, Ouais. mais c'est bien rattrapé dans la course au moins. Il est terminé dans les points. Au moins, sur un circuit qui est difficile à dépasser. Donc, bravo. Faut souligner les bons coups. Sinon, non, je te dirais que j'ai pas eu vraiment de points négatifs sur un pilote ou un autre en particulier. Bon, ben, c'est bien parfait, ça. Moi, je te dirais que je suis pas mal dans le même côté que toi. Un côté que toi, Mhm. de dire que pareil pour son samedi, mais il a bien Mhm. récupéré son dimanche. Pour le reste, on y va comme ça. Nous, on se reparle déjà la semaine prochaine. C'est Spa-Francorchamps, un Oui. de tes circuits favoris. Même chose pour moi.
On a toujours, c'est toujours mythique d'aller là-bas. Un circuit qui est très, pour les puristes de course automobile, Mhm. que ce soit dans n'importe quelle série, Spa-Francorchamps, ça finit toujours réveiller la fibre de passionnés de course automobile. Donc, Mhm. j'imagine que tu as hâte à ce Grand Prix-là. McLaren se considère peut-être pas favori pour le week-end de course. On dit qu'on peut avoir des difficultés par le passé, c'était pas notre place. Je pense que Red Bull peut revenir fort avec les grandes lignes droites, ces choses-là. De toute Mhm. façon, on va avoir la semaine pour mettre la table pour ça. Mais j'imagine que tout comme moi, t'as hâte à Spa-Francorchamps. Malheureusement, après ça, ça va être une pause pratiquement un mois, mais on trouvera d'autres choses à jaser. On fera des bilans de saison. Absolument. C'est sûr que Spa-Francorchamps, c'est un de mes préférés. C'est un classique là, de la Formule 1 depuis le temps qu'il est au calendrier et tout. Et la pause va être bénéfique pour tout le monde, y compris pour nous aussi. Des fois, on a besoin d'une petite pause pour recharger les batteries. Ah, exactement. On ne sera pas complètement en pause parce qu'on va faire un bilan de saison, sauf que Ouais. on fera pas des podcasts 2 par semaine comme on fait Mhm. présentement. On va être capable d'aller recharger nos batteries, nous Mhm. autres aussi, comme tu dis, profiter de l'été aussi. Bon, ben, en terminant, Kevin, je te remercie encore. Toujours un plaisir de discuter avec toi et d'avoir ta perception du week-end de course en te souhaitant une excellente semaine. Ben, pareillement, Martin, merci beaucoup. C'est ce qui complète notre émission du lundi 22 juillet. En terminant, je vous rappelle que si vous êtes intéressé à vous procurer une copie du livre de Kevin Fontaine, notre collaborateur que vous venez tout juste d'entendre, son livre qui s'intitule La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, eh bien, vous pouvez toujours entrer en communication avec nous, que ce soit par Messenger ou à notre adresse courriel F1 podcast en un mot en commercial gmail.com. Et vous pouvez aussi lire ces différentes chroniques, ces chroniques souvenirs qui sont publiées sur notre page Facebook. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.